Alors aujourd'hui, je vais vous parler des loyautés en psychogénéalogie. C'est un thème qui est très important et beaucoup de personnes en thérapie sont concernées par cette thématique des loyautés transgénérationnelles. Qu'est-ce que ça signifie être en loyauté? Cela signifie que quelquefois on n'a pas l'impression de vivre sa vie, on a l'impression de vivre à la place de quelqu'un d'autre, que les actions se font pas dans les mêmes configurations et qu'on est comme si on était une autre personne que soi-même. Donc dans cette forme de changement de personnalité, lorsqu'on regarde dans l'arbre généalogique, on va s'apercevoir que il y a donc des identifications avec différents membres de la famille. Cela peut être dans une même fratrie avec un enfant qui ne serait pas arrivé à terme, par exemple pour un avortement qui aurait eu lieu avant ou après cette personne, donc dans une même fratrie, le numéro de naissance, le numéro de fratrie n'est donc pas le bon. Et quand on n'est pas à sa place, on ne peut pas fixer des limites fermes et claires, on ne peut pas se défendre et défendre sa position dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de ses désirs. Donc il est important de bien se situer dans la généalogie et de prendre en compte donc les effets des identifications et des loyautés inconscientes qui passent par le biais de l'inconscient familial et des transmissions, surtout avec des non-dits concernant des deuils non faits. Donc pour ces avortements, par exemple, ces fausses couches, il s'agit d'enfants qui ne sont pas arrivés donc, dans leur projet de naissance. Et c'est pourquoi l'enfant qui va naître avant ou après peut se sentir dans une position un peu instable. Soit en hyperactivité, soit au contraire héritier d'une tristesse profonde par exemple. En tout cas, s'il y a des échecs scolaires, on peut mettre en place donc une forme de mise en avant de ces loyautés inconscientes. Il peut s'agir également d'une identification avec un deuil à une autre génération, surtout si l'enfant porte le même prénom que cet ancêtre, ou s'il a la même date de naissance que sa date de naissance, jour et mois, bien sûr pas l'année, ou si bien sûr cet enfant porte la date de naissance qui correspond à la date du décès. D'autre part, il peut s'agir aussi d'un décès qui a lieu pendant la grossesse de la mère, et dans ce cas, on peut être en loyauté également avec cette personne qui vient de décéder, surtout s'il s'agit d'un proche et que le deuil donc se fait pendant la grossesse, que les parents donc éprouvent un chagrin intense. Dans cette question des loyautés, on va parfois parler d'un sentiment d'être double, ou en tout cas, il peut aussi s'agir d'une problématique gémellaire. Donc dans la généalogie, il y aura des jumeaux dont l'un ou les deux ont pu décéder à la naissance, par exemple. Et dans ce cas, on n'en a pas trop parlé, et dans l'acte ne figure qu'un des deux jumeaux. C'est pourquoi lorsqu'une personne achète tout en double, un double travail ou deux maisons ou deux voitures, en tout cas une capacité de manger aussi pour deux, enfin soit l'un ou l'autre des indices dont je viens de parler, on peut trouver dans la généalogie donc une problématique de jumeaux. Et là, il s'agit aussi d'une loyauté en rapport avec le double. Comment on va s'apercevoir qu'il y a un double? Il peut s'agir d'un couple, par exemple, ils ont le même prénom, Michel épouse Michel, Martin épouse Martine. Il peut s'agir de deux personnes qui forment un couple et qui sont de la même, approximativement, de la même date de naissance, jour et mois, année ou jour et mois seulement. Par exemple, une personne qui va naître le 16 juin et une autre qui va naître le 17 juin. Et si on a les mêmes prénoms et les mêmes dates de naissance, bien sûr, les mêmes anniversaires, là, il n'y a pas d'hésitation. Il s'agit bien d'une problématique de jumeaux dans la généalogie, dont il va falloir peut-être faire une recherche
à ce propos et demander à la famille de quoi il s'agit, quand on peut le trouver. Pour les problèmes de surpoids, c'est également le cas. On a des personnes qui donc souffrent d'un problème de poids. Là aussi, on peut trouver quelquefois des jumeaux. Et c'est comme si, s'il s'agit d'une femme, cette femme est enceinte et porte encore les jumeaux à l'intérieur. Et parfois, l'entourage demande si elle les attend pour bientôt. Donc, on voit bien combien dans certains problèmes concernant un poids trop important, va se poser la question de la grossesse gémellaire ou de la grossesse tout court. Donc dans les loyautés, on a aussi des loyautés avec des morts violentes, comme par exemple des soldats qui sont morts à la guerre, 14-18, 39-45, ou dans des génocides ou dans des conflits qui sont dans différents pays. Donc lorsque la personne est disparue, on aura dans les générations suivantes un des garçons, par exemple, qui sera, ou un ou plusieurs, en lien avec ces disparus. Ou ça peut être donc des tombes qu'on n'a pas vues, puisqu'on n'a pas pu constater le décès ni assister à la cérémonie. Donc il s'agit d'identifications qui peuvent d'ailleurs se produire même un siècle après. Il n'y a pas de temps. Dans la généalogie, dans la psychogénéalogie, on va constater que le temps ne fonctionne pas comme nous et que le système de répétition qui semble se mettre en place au niveau de l'inconscient familial va concerner donc des problématiques de réparation au niveau de certaines morts violentes et au niveau de certains deuils qui n'ont pas pu être terminés parce qu'ils étaient trop douloureux ou tout simplement parce qu'on n'a pas pu constater de visu, ni voir, ni entendre, ni assister à une cérémonie concernant par exemple des soldats de la Première Guerre mondiale ou de différents génocides ou conflits militaires. Donc là, on aura aussi des loyautés qui vont être mises en place. Et donc si vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne vivez pas sur votre identité, si vous n'êtes pas vous-même je, ce fameux je dans cette affirmation de votre liberté et de votre volonté d'être voilà, vous-même, si vous n'arrivez pas à mettre en place des projets qui se réalisent, là, vous pouvez constater que peut-être vous êtes en loyauté avec un autre membre de la famille. Dans ce cas, je vous propose de pouvoir me contacter et par mail ou par téléphone afin de pouvoir peut-être faire une séance de psychogénéalogie qui pourra donc libérer ces mémoires anciennes et vous permettre de vous réaliser dans votre vie, dans votre épanouissement à la fois personnel, familial et dans votre chemin et dans votre parcours personnel. Donc je vais vous parler aussi de la symbolique des prénoms associée à la possibilité d'avoir accès aux secrets de famille. Donc je me suis intéressée aux prénoms pendant plusieurs années et grâce à mes patients, j'ai pu faire des parallèles entre certains prénoms et des secrets concernant la généalogie. Je vais vous donner quelques exemples. Concernant les prénoms en rapport avec des histoires de secrets de sexualité ou de filiation avec une personne d'origine noble, aristocratique, et une servante ou une domestique qui pouvait travailler dans ce lieu concernant ses patrons. On va donc trouver des prénoms comme Alice, Alice qui signifie noble, Adèle également, ou Adeline. On va trouver des prénoms comme Cécile, qui signifie aveugle, mais qui peut être en lien avec des histoires de noblesse. On va trouver Gilles, qui signifie de haute ascendance, ou Mathilde, qui peut signifier aussi de haut rang. On a aussi les prénoms qui concernent les rois et les reines, comme Arthur, Louis, donc Isabelle, Anne, qui sont des prénoms de reines, Catherine. On a aussi l'association avec des prénoms qui signifient en tout cas qu'il y a eu une relation donc, et que cette relation a été cachée et qu'on a pu ressentir un sentiment de déshonneur ou de honte.
Donc, on a aussi les dates du calendrier qui correspondent avec ces prénoms et l'histoire donc des saintes et des saints du calendrier qui correspondent avec ces prénoms. Donc, cela a pour conséquence quoi? Cela peut donner comme conséquence une névrose de classe, où finalement on appartient à deux lignées de sang différentes, à deux classes sociales différentes, et cela peut entraîner dans la vie des alternances entre des moments où on est très confortable, où on va gagner sa vie, tout va être bien, puis on va donc se retrouver avec un divorce ou une situation professionnelle de catastrophe qui va faire que dans notre vie, on ne va pas pouvoir maintenir sa position sociale. Donc il va y avoir une oscillation entre deux positions sociales. On peut aussi avoir des prénoms en rapport avec des faits de guerre militaire, donc beaucoup de prénoms germaniques sont en rapport avec ça, avec des significations d'étymologie. On a aussi des prénoms qui correspondent à des histoires d'accidents de chevaux, et on a par exemple Philippe qui correspond à celui qui aime le cheval, Hippolyte, celui qui dompte le cheval. Donc tous ces prénoms peuvent nous donner une indication sur des faits qui se seraient passés avec des chevaux dans la généalogie et qui peuvent être générateurs à l'heure actuelle d'accidents de voiture ou d'accidents de moto. On a aussi des prénoms en rapport avec le feu, comme par exemple Laurent, qui est un saint qui protège du feu, des brûlures, et le prénom Sandrine qui signifie les cendres. Donc lorsqu'on a ces prénoms, cela peut indiquer que dans la généalogie, on a eu des incendies ou des biens ou des personnes qui ont pu donc périr, brûler dans un incendie avec le feu. Le langage corporel est donc un moyen très performant d'avoir accès à un contenu dont la personne a une intuition, mais ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, d'où l'aide du thérapeute qui va, en tant que psychogénéalogiste, pouvoir l'aider à mettre à jour donc son information cachée. Et cela peut entraîner des changements importants dans son style de vie. Donc c'est le but de la psychogénéalogie, de libérer ces histoires anciennes qui vont empêcher d'être soi-même. Voilà. Et cela a un effet en tant que système familial sur la personne qui va venir consulter, mais aussi sur les personnes proches, bien sûr. Alors je vais vous donner un autre moyen d'avoir accès à des secrets de famille, c'est la symbolique des prénoms. J'ai donc écrit un livre sur ce sujet. Cela m'a pris un certain temps afin de pouvoir récolter des informations avec les patients qui sont venus ou avec mes stagiaires lors de stages que j'ai pu donner. Et c'est comme ça que j'ai pu donc mettre en place une méthode permettant d'avoir accès à des secrets de famille grâce à des prénoms. Le livre est conçu comme classé par thème de prénoms. Et chaque prénom va donc, il y a 500 prénoms, va donc nous permettre d'avoir accès à des secrets concernant des changements de religion dans la généalogie, ou des problématiques d'héritage, ou des histoires d'incendie ou de noyade, ou alors des histoires dans la fratrie, hein, de position dans la fratrie, ou encore de problématiques affectives, bien sûr, ou de secrets concernant des relations amoureuses ou de sexualité. Donc grâce au prénom, on peut, en plus du langage corporel, donc donner la possibilité à la personne qui vient consulter en psychogénéalogie de mieux connaître l'histoire de sa famille. La migration, c'est un thème qui est tout à fait d'actualité et qui concerne beaucoup de personnes, parce que finalement, on s'aperçoit que les brassages culturels, ethniques, ont conduit à ces échanges de population, et ce depuis longtemps, mais dans l'actualité, c'est un thème qui revient maintenant et qui concerne beaucoup de pays, notamment dans le continent européen ou dans le continent d'Amérique. Donc dans le cadre de la psychogénéalogie, on peut vraiment travailler sur des histoires de migration
qui sont récentes ou anciennes, et cela permet d'avoir un schéma de l'histoire de la migration. Donc comment on va faire? On va faire là, par exemple un atelier en prenant la carte du pays d'origine, en figurant le moyen de transport, que ce soit par train, avion, à pied ou en bateau, et on va faire donc le trajet de la migration ou la traversée, il s'agit d'une traversée maritime. On va aussi mettre le pays d'accueil et on va essayer, avec des figurines qu'on va créer, de pouvoir mettre en scène tout ce dispositif donc migratoire, et cela va permettre à la personne de mieux être dans le ressenti de ce qui s'est passé pour ses ancêtres. Donc il est très intéressant de pouvoir refaire tout le parcours migratoire et les étapes de la migration afin d'imaginer ce qui a pu se passer pour ceux qui partent, mais aussi pour ceux qui restent dans le pays d'origine. Les conséquences au niveau du changement de langue, du changement de cuisine, du changement d'habitude. Et cela, on voit un impact encore aujourd'hui au niveau transgénérationnel sur les descendants donc des histoires de migration. C'est pourquoi ce thème me plaît beaucoup et je l'applique dans le cadre de mes stages grâce à des ateliers et en même temps en associant donc les participants où chacun va créer une dynamique de groupe sur ce thème de la migration, de l'exil ou de la diaspora. Il s'agit d'une diaspora. Donc ça touche à la fois l'inconscient de la personne, sa vie au niveau de sa famille, de sa position au niveau de sa famille. Également, ça concerne l'inconscient collectif, où on va ajouter le contexte historique, économique et politique au niveau de la migration. On va donc chercher les causes qui sont beaucoup plus profondes que uniquement les raisons économiques, sociologiques et politiques, afin d'accéder peut-être à des informations qui sont non dites ou non transmises, et de pouvoir aider les personnes qui le souhaitent pour pouvoir revenir dans le passé et actualiser et pouvoir préparer leur avenir en fait et ceux de leurs enfants. Donc je vous conseille, si vous le souhaitez, de pouvoir participer à ces ateliers concernant le thème de la migration, parce que cela permet de découvrir beaucoup de choses sur les membres de sa famille et aussi de permettre d'apporter donc des connaissances et à la fois de ressentir vraiment les choses à son propre niveau.